Les enseignants et le personnel des écoles affrontent quotidiennement les défis liés à la crise sanitaire et aux inégalités scolaires qu'elle engendre. Pour ce premier café de l'INAS, nous accueillons Natacha Duroisin. Bonjour Natacha. Bonjour. Natacha et son équipe a mené des enquêtes auprès des enseignants depuis le début de la crise sanitaire. Avec elle, nous discuterons de l'école en temps de Covid et de la façon dont nous pouvons mieux anticiper et préparer la transition vers une école post-Covid. Donc, avant d'aller dans le détail de cette transition post-Covid, Natacha, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que serait cette école post-Covid? Alors, il s'agirait d'une école qui est recentrée sur l'essentiel, qui communique plus, qui est plus ouverte vers l'extérieur, qui est plus présente dans la société et où un rôle particulier est laissé aux parents. Il s'agirait d'une école basée sur des pratiques enseignantes qui ont été mises à l'épreuve, des faits et qui ont justement prouvé leur efficacité même à distance. Une école qui laisse davantage de place et une place différente à l'évaluation, puisque il s'agirait d'une école avec une culture d'apprentissage plus importante qu'une culture de la performance. Donc, vous avez mené plusieurs enquêtes depuis le début de la crise sanitaire avec les enseignants. Une première enquête au premier confinement, une deuxième enquête à la rentrée scolaire, et là, il y a une troisième enquête en cours. C'est ça? Vous pouvez nous en dire un peu plus rapidement? Oui, effectivement. Donc, une troisième enquête a été lancée. Cette enquête a pour particularité aussi d'être ouverte aux enseignants de l'enseignement supérieur. Donc, sont invités à y répondre évidemment les enseignants du maternel, du primaire et du secondaire. Mais nouveauté, c'est aussi accessible aux enseignants du supérieur. Et à côté de cela, c'est une enquête qui s'intéresse toujours aux pratiques enseignantes en temps de pandémie, donc durant cette année scolaire 2020-2021, mais qui met un focus particulier sur le vécu des enseignants, sur leur ressenti, sur leur bien-être. Revenons un peu sur les résultats des 2 premières enquêtes, justement. Vous avez reçu environ 1 000 réponses à chaque fois et de ces réponses, 500 questionnaires ont été retenus, enfin, environ 500 questionnaires ont été retenus pour votre analyse. Que montrent les résultats de ces enquêtes concernant cette école post-Covid? Est-ce qu'elle est déjà en construction? Alors, cette école post-Covid, on peut dire qu'elle est déjà en construction. En tout cas, on a quelques indices de cette construction. On a eu quelques indices de cette construction après le premier confinement, où l'on a vu que les enseignants, qui étaient, eh bien, certes, c'est vrai, au début du confinement, assez désarmés face à la situation, puisque il fallait improviser quelque part, eh bien, ont progressivement mis des choses en place à distance pour communiquer aussi davantage avec leurs élèves. Ils ont utilisé certaines plateformes d'enseignement-apprentissage qu'ils n'avaient pas utilisées précédemment. Donc, on peut dire que oui, le processus est en marche et on va vers une école post-Covid qui est aussi plus numérique et plus connectée. Et sur cette utilisation du numérique, est-ce qu'ils sont tous égaux, disons, les enseignants? Alors, ça a été une donnée intéressante de la première enquête, c'est que nous avons pu montrer qu'il y avait une fracture numérique chez les enseignants. Alors, on connaît bien cette fracture numérique chez les élèves, on en entend souvent parler. Par contre, on entendait et on ne savait pas qu'elle existait aussi côté enseignant. Or, cette enquête a vraiment permis de mettre en évidence que certains enseignants étaient mal équipés pendant le premier confinement ou ne savaient pas utiliser certains outils et ils ont dû pour certains, se former, s'auto-former. Et par rapport à, donc on a parlé dans l'école post-Covid de la communication avec les parents. Là, qu'est-ce que ces enquêtes ont montré? Alors, au niveau de la communication avec les parents, on a vraiment été agréablement surpris de remarquer que celle-ci était plus intense entre les enseignants et les parents, justement. Donc ça, c'était un bon indicateur. En tout cas, nous, on estime que c'est un bon indicateur que les enseignants communiquent davantage avec les parents. Alors, dans l'enseignement
primaire, ça peut être expliqué pour plusieurs raisons. Une des raisons concerne le fait que bien, les élèves devaient bien réaliser des tâches à la maison, des tâches scolaires à la maison, et donc les instituteurs, les institutrices passaient par les parents pour fournir ces tâches aux élèves. Donc les parents devaient télécharger des documents, les imprimer parfois, les fournir à leurs enfants, et puis aussi bien voir si le travail était fait ou non. Mmh. Restera ensuite à l'enseignant de décider si le travail est bien fait ou non. Mais les parents sont importants parce qu'ils accompagnaient aussi leurs élèves, tout comme les parents dans l'enseignement secondaire. Ce que l'on a vu cette année, notamment avec cet enseignement hybride, à moitié à distance, à moitié en présentiel, eh bien, c'est le rôle important des parents dans l'accompagnement de leurs adolescents. Ceux-ci n'allaient plus forcément à l'école tous les jours de la semaine. Ils y allaient parfois une journée sur deux, voire une semaine sur deux. Et donc, le rôle des parents était primordial pour s'assurer que leurs ados avaient bien fait les tâches qu'ils devaient faire et surtout voir s'ils restaient motivés ou pas et s'ils étaient sujets ou non à un décrochage. Et prenons un dernier point par rapport à la transition vers cette école post-Covid en termes d'évaluation. Est-ce qu'on voit un début de transition? Alors, la situation en ce qui concerne l'évaluation est assez compliquée dans le sens où lors du premier confinement, par circulaire, les enseignants avaient été avertis du fait qu'ils ne devaient pas procéder à des évaluations certificatives. Et ce qu'il ressort de notre enquête, de l'enquête de l'année dernière, c'est que les enseignants, compte tenu de cette circulaire, ont complètement évité d'évaluer leurs élèves. Or, ce n'est pas ce que la circulaire entendait. Il n'était pas question d'évaluer de manière certificative, mais les enseignants pouvaient continuer à évaluer et devaient quelque part De manière continuer. formative. Voilà, de manière formative. Et alors, on peut se demander justement, il y a des circulaires qui arrivent comme ça avec des recommandations et du coup, mais est-ce que les enseignants sont préparés justement pour mettre en place ces choses? À quel point ils sont préparés pour cette transition vers tous ces éléments dont on a déjà parlé? Alors, si on parle notamment de la transition vers l'école numérique, eh bien, dans le cadre de nos enquêtes, les enseignants ont vraiment fait part du fait que parfois ils se sentaient désarmés pour proposer des séquences d'enseignement-apprentissage à distance, complètement ou en partie. Et donc, ça demande une formation particulière. Ils sont aussi assez désarmés, c'est ce qu'ils nous disent, par rapport aux questions relatives à la différenciation des apprentissages. Donc, en fait, cette année, par exemple, bien, certains élèves ont parfois manqué plusieurs journées de cours d'affilée parce que quarantaine oblige. Et donc, les enseignants se sont retrouvés face à des classes changeantes, donc qui n'étaient pas pareilles d'une journée à une autre, voire d'une semaine à l'autre. Et donc, l'important pour les enseignants était de différencier leurs enseignements. Et là, les enseignants nous ont dit à quel point, parfois, ils étaient désarmés face à cette différenciation des apprentissages et des enseignements. Donc, en fait, oui, il y a des besoins de formation qui sont clairement ressortis de ce que les enseignants ont déclaré dans cette enquête. Oui. Et à plusieurs titres, alors notamment en matière de numérique, mais aussi concernant certaines pratiques pédagogiques. Et incluant l'évaluation, entre autres l'évaluation formative. Oui, qui justement, cette évaluation a une large place dans toute la réflexion concernant la différenciation des apprentissages. Pour différencier l'apprentissage, c'est important de savoir où l'élève se situe, où le bas blesse, quelles sont ses forces, quels sont ses besoins. Et l'évaluation, alors une évaluation particulière d'ailleurs, l'évaluation diagnostique, est vraiment importante pour parvenir à cela. Par contre, elle est très compliquée à mettre en œuvre et nécessite un travail interactif avec des chercheurs notamment, entre enseignants et chercheurs. Et pareil, l'évaluation formative, elle peut apporter des indications aux élèves sur les apprentissages qu'ils ont à réaliser et les aider à les guider dans leurs apprentissages aussi. Mais j'imagine que pour ça, il faut aussi que les enseignants soient formés puisqu'on est habitué à l'évaluation certificative et c'est ce qu'on a vécu nous aussi en tant qu'élèves. Et il faut vraiment sortir de cette culture de la performance pour entrer dans une
véritable culture de l'apprentissage. Qui est au centre de cette école, voilà, post-Covid. Qu'on aimerait voir Ouais. effectivement s'incarner dans l'école post-Covid. Et est-ce qu'il y a d'autres difficultés dont les enseignants ont fait part, par exemple, en fonction des niveaux d'enseignement? Alors oui, en fonction des niveaux d'enseignement, il y a des difficultés particulières. Pour l'enseignement, par exemple, primaire, les enseignants ont trouvé assez dérangeant, voire très dérangeant, le port du masque. Ils estiment que le port du masque va être un frein à la bonne compréhension des consignes par les élèves, et il va être un frein à l'apprentissage, à certains apprentissages, dont l'apprentissage de la lecture. Avec le masque, les élèves entendent moins bien, ils voient aussi peu ce qui se passe sur le visage de leur enseignant, et donc la compréhension des phonèmes est compliquée. La compréhension des émotions, évidemment, est aussi difficile avec le masque. Donc, ça sont des choses que nous apprennent l'enquête. Et puis, peut-être de façon plus intéressante, l'enquête nous montre que certaines pratiques enseignantes sont directement impactées par le port du masque. Alors que ce soit d'ailleurs dans l'enseignement primaire ou dans l'enseignement secondaire, quand l'enseignant porte le masque, il recourt davantage à des pratiques de type magistral. Donc, c'est-à-dire, comprenez, un enseignement plutôt frontal. Donc, le prof est devant la classe, les élèves restent sur leur voilà. table en rang. Et donc ça, c'est aussi les exigences de la distanciation sociale qui font ça. Et j'imagine qu'ils passent du coup moins entre les rangs aussi. Exactement, c'est une des données de notre enquête, c'est que les enseignants vont être moins proches de leurs élèves, et donc potentiellement peut-être moins répondre à certains de leurs besoins particuliers. Est-ce qu'on peut dire que ces enquêtes, donc on a dit que c'était sur environ 500 enseignants, est-ce qu'elles sont représentatives des enseignants de la Fédération Wallonie-Bruxelles? Alors non, nos enquêtes en fait portent sur des échantillons de convenance, donc sur un échantillon d'enseignants. Ça veut dire quoi un échantillon de convenance? Ça veut dire que les enseignants en fait, qui ont répondu à l'enquête, ce sont des enseignants qui se sont portés volontaires pour répondre à cette enquête, c'est ça? Effectivement, aucune obligation de la part des enseignants de répondre à cette enquête, et malgré le fait que cette enquête ait été diffusée largement via les réseaux sociaux, dans les médias, par le bouche à oreille, qui a très bien fonctionné aussi de la part des enseignants, eh bien, nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit d'une photographie reflétant tous les aspects du panel d'enseignants. En fait, on peut même se dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup plus, enfin qu'il y a des enseignants en tout cas qui sont plus connectés, donc puisque c'était des enquêtes en ligne, ce qui est différent des enquêtes papier. Et donc pour avoir une représentation plus objective, un état des lieux plus objectif de l'état des choses actuellement, et justement des besoins de formation des enseignants et voilà, tout ce qui peut aider à accompagner cette transition vers l'école post-Covid, il faudrait mener une enquête sur une plus grande échelle. Et donc là, je suppose que ça demande plusieurs choses, des moyens différents. Voilà. Oui, ça, effectivement. Le travail ici a été mené sur base volontaire, tant de la part des enseignants qui ont répondu à cette enquête que de la nôtre en tant que chercheurs, qui avons fait ça en dehors de nos heures de travail. Et à côté de cela, ce qui est vraiment important serait de donner la possibilité à l'ensemble des enseignants de répondre à cette enquête. Donc ça veut dire que tous les établissements scolaires, par exemple, reçoivent des questionnaires à distribuer aux enseignants, à faire remonter. Et puis il faut compter tout le travail des chercheurs derrière. Voilà. Effectivement, donc des moyens humains qui sont nécessaires pour faire tout ce travail, et à côté de cela aussi des moyens plutôt administratifs. Et comment ce type d'enquête, justement, peut nous permettre d'être davantage dans la prévention plutôt que dans la réaction par rapport à cette transition post-Covid? On a l'impression que depuis le début, on est un peu à chaque fois en train de réagir à ce qui se passe. Et comment est-ce qu'on peut être, du coup, ce type d'enquête peut nous aider à être plus dans la prévention? Alors,
ce qu'il faut, c'est avoir des objectifs en tête. Et donc, par exemple, ce que nous voulons, c'est que l'école fasse un bond en avant dans différentes matières, si je peux l'exprimer ainsi, notamment en matière numérique. Donc, on sait qu'il y a eu un bond en avant lors du premier confinement, un bond en avant qui a été réalisé à l'issue du premier confinement. Et il était important de poursuivre, de capitaliser sur ce bond en avant. Et donc, ce à quoi servent ces enquêtes, c'est notamment de voir un peu la situation à différents moments, voir si les pratiques continuent à évoluer ou si à un moment donné, elles stagnent. Si elle commence à stagner, comme on l'a vu en début de cette année, notamment en matière d'utilisation des outils numériques, on voit que la priorité des enseignants n'était plus celle-là en début d'année, puisque le focus était mis sur la motivation des élèves, sur le fait de rattraper certains apprentissages. Eh bien, voilà, on peut se dire... si rien n'est fait, si la situation n'est pas connue, si on ne pose pas un diagnostic en ce qui concerne la situation, alors on ne pourra pas influer sur cette école post-Covid. Oui, en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées depuis le début de la crise sanitaire. On sait que les enseignants ont dû s'adapter rapidement. Et puis maintenant, ils ont aussi cette charge liée à la différenciation des apprentissages, de pouvoir apporter un suivi personnalisé à chaque élève. Et donc, ce type d'enquête permet de mettre en valeur aussi les acquis qu'ils ont et justement de voir comment on peut les inscrire durablement pour qu'ils contribuent à cette école post-Covid. Voilà, voir un peu quelles sont les pratiques que les enseignants ont mis en place à certains moments du confinement ou de la pandémie, pour parler de manière plus générale, et puis voir ce qui a effectivement été mis en place ou si on a manqué certains virages, et ensuite, les besoins, pour notamment. ensuite définir les besoins des enseignants qui pourraient être confrontés, pourquoi pas, à un nouveau confinement ou à d'autres pandémies. Donc les besoins, notamment en termes de formation. Merci Natacha d'être venue discuter de cette école actuelle en temps de pandémie et des besoins des enseignants, de tout ce qu'ils ont mis en place, d'avoir valorisé leur travail et puis de nous avoir donné plus de visibilité sur cette transition vers une école post-Covid. Mais de rien, je me permettrai juste de rappeler à celles et ceux qui nous suivent que la troisième enquête est lancée, la troisième enquête UMONS portant sur les pratiques enseignantes et le vécu enseignant en temps de pandémie est lancée et que chacun peut y répondre. Ces personnes trouveront toutes les informations, et y compris évidemment l'enquête, à partir du site www.capt.be. Merci beaucoup. Merci à vous.